Bienvenue à tous pour ce 6e rendez-vous du mardi. En compagnie ce soir, dans un ordre totalement aléatoire, d'Antoine Desjardins pour Indice des feux à la peuplade. Je vais juste vous demander de dire un mot, ce que vous voulez, pour qu'on vous identifie dans toute cette petite mosaïque en fait. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis en direct du Québec. Pour moi, on est en début d'après-midi. Voilà, un petit décalage que j'espère qui sera le seul. Donc, à tout de suite. Charles Roux pour Les Monstres aux éditions Rivage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et Madeleine Assas pour Le Dorman chez Actes Sud. Bien, en parlant d'Actes Sud, vous parliez de neige et moi je suis dans le Mistral arlésien. Voilà, mais je m'accroche à l'ordinateur pour ne pas m'envoler. Je suis là. Très bien. Ça augure bien de tout ce qu'on a à se dire après tout ça. Vous me faites le travail, c'est formidable. Avant de plonger dans vos romans et dans vos univers, un petit exercice que les participants connaissent, mais pas vous encore, un petit portrait chinois. Avec 3 questions, ça va être court. Le supplice, ça pas très long. Si vous étiez un son. Est-ce que je dois répondre en premier? Oui, c'est ça. C'est l'ordre qui a été... J'avais prévenu que l'ordre en premier n'était pas forcément le plus facile. Je serais certainement un silence. Moi, je pense que je serais le son du vent dans les voiles. Parfois, ça fait quasiment pas de son. Parfois, ça fait un petit fracas comme ça. Et ouais, c'est un son qui me parle bien. Alors, moi, je serais un La bémol. Voilà, un La, mais bémol. Jolie mélodie pour commencer. Si vous étiez un film. Le titre anglais, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est certainement un de mes films préférés. Une grande, grande beauté, belle réflexion sur les liens entre les gens, la mémoire, la façon dont on ne peut pas réécrire son passé. Il faut vivre avec, mais c'est d'une grande poésie aussi. Un film, sans doute que le film qui a le plus marqué ma génération, c'était Pulp Fiction. Les lumières de la ville, pour tout et pour le titre. Évidemment, évidemment. Si vous étiez un jeu. Je jouerais à la cachette, dans les bois de préférence. Un jeu de dés, définitivement, peu importe lequel. S'il y a des dés, c'est bien. Je dirais la marelle, mais je pense que je marcherai sur les lignes. Je déteste les jeux, en fait. Je déteste les jeux. Oui, mais la marelle, c'est très bien. Oui, j'avoue qu'en le préparant, je me suis demandé si quelqu'un dirait la marelle. Parce que je crois que c'est ce que j'aurais répondu. Maintenant, 3 mots pour définir votre roman. C'est super dur, je sais. Nature, relation, territoire. Sombre, identité, mensonge. C'est dur. C'est dur. On peut dire 4 mots? Non, je plaisante. Alors, je dirais la ville, la marche et le silence intérieur. Très bien. Je crois que c'est des mots qu'on aurait presque pu mettre les uns avec les autres sur vos romans. Vos romans qu'on a réunis, alors pour plein de points communs, pour leur densité déjà. Je précise, mais je crois que ça n'aurait même pas besoin de le faire, que le livre d'Antoine est un recueil de nouvelles, mais que personnellement j'ai lu comme un roman, parce qu'il y a vraiment une densité très forte.
Vous explorez le rapport de la société et de l'intime, et puis vous écrivez les lieux, vous écrivez les territoires, justement. Soit vous les inventez, enfin j'ose espérer que les monstres sont un territoire inventé. Vous le parcourez avec on en reparlera, avec New York, et puis le rapport à l'environnement, à la nature et à la terre de manière plus globale. Par quoi passe l'écriture des lieux? Comment on écrit un lieu et quel procédé on utilise pour aller chercher les lieux comme vous l'avez fait, parce qu'on a vraiment la sensation que les lieux et les territoires chez vous sont des personnages à part entière, qu'ils sont travaillés comme ça en tout cas. Oui. Donc, d'abord, c'est pas un hasard. Pour moi, les lieux sont toujours des personnages, doivent être des personnages, doivent avoir un côté actif. Sinon, on les condamne à être des paysages, des toiles qui ont quelque chose d'inerte et qui donc n'appartiennent pas à la réalité. N'importe quel paysage dépasse le cadre de la peinture ou de la bidimensionnalité. Puis pour moi, ça commence par la connaissance du territoire, par le fait de le rencontrer, d'y aller souvent, puis d'essayer de le vivre par le corps, d'abord et avant tout, donc de lui rendre toutes ses dimensions autant que possible dans l'écriture. Moi, je pense que c'est l'importance d'un lieu dans une histoire. Ce lieu doit apporter quelque chose, et je serais même tenté de dire, si ça apporte rien, autant ne rien dire sur le lieu. Et même 2 lignes, c'est déjà 2 lignes de trop. Et si ça apporte quelque chose, en revanche, il faut vraiment développer, parce que ça conditionne les personnages, ça conditionne tout le reste. Ça influe sur l'action, ça influe sur la pensée. Et pour moi, le meilleur moyen de bien décrire le lieu, c'est de me projeter comme si c'était une scène où je serais extérieur à moi-même, où je me vois évoluer dans cette scène. Et c'est très important, notamment pour les points de vue. Si on fait une scène avec un repas et des personnages qui se parlent, qu'est-ce que voit l'un à tel moment, qu'est-ce que voit l'autre, qu'est-ce qui sort de son champ de vision, comment la salle est disposée, et ça c'est important. De sentir aussi les lumières, d'imaginer sur quoi se projettent les lumières, et donc du coup, qu'est-ce qui reste dans l'ombre, c'est important aussi. En tout cas, c'est clair, Charlotte, je vous rejoins. Les lieux sont des personnages, doivent être des personnages, parce que c'est le cas. Hein. On est tellement influencé par l'endroit dans lequel on vit, dans lequel on évolue. Donc, ils ont un rôle immense. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Charles. Enfin, d'autant plus que, enfin, moi, je voulais écrire sur New York. Donc, New York, c'est vraiment le personnage principal. Il y a évidemment ce doorman, ce portier, mais je voulais vraiment écrire sur la ville, hein, sur l'évolution de la ville, mais comme un vrai personnage. Alors, j'ai envie de dire, le doorman, c'est aussi le personnage. C'est comme si je me dis quelquefois, New York, c'est le doorman, et le doorman, c'est New York sur cette quarantaine d'années. Mais parler de la ville, évidemment, indissociablement avec les hommes, avec les humanités. Et comme je dis souvent, avec je voulais parler de New York en tant que ville historique, ville du passé, parce que moi, c'est ça qui m'a fascinée la première fois que je suis allée. Je m'attendais, voilà, on pense à la modernité, au béton, au verre, et puis en fait, j'y ai vu une ville, comme je dis, une ville des histoires, pas une ville d'histoire avec un grand H, comme nos belles villes européennes, mais une ville avec des millions d'histoires, donc l'histoire de tous ces exilés, de tous ces exils qui ont façonné cette ville. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est ça, c'est que mon doorman est New York, et New York est le doorman aussi. Et justement, Antoine notamment alors on parlait de personnages, ce qui induit un corps nécessairement, et Antoine parlait justement du rapport au corps. Finalement, les lieux, est-ce qu'on les écrit par les sensations, par les odeurs, par quoi on entre dans un lieu en fait, en écriture hein, évidemment, parce que en plus dans vos 3 romans, on a vraiment la sensation que peu importe l'humain qui vit dedans, en fait. On a vraiment l'impression qu'il est quelque chose à part entière et que c'est pas juste du point de vue de l'homme ou de la femme qui évolue dedans. Comment on entre en écriture de ces lieux, par quel sens, par quel procédé?
Ben, moi, comme je disais, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon d'écrire un lieu que de le vivre. Donc, d'y aller carrément, se promener souvent, le voir dans toutes sortes de conditions différentes, à des heures différentes, sous différents angles, différentes lumières, à différentes saisons. Donc, tous les lieux qui sont dans mes nouvelles, je les ai rencontrés sur une durée quand même assez longue. Et puis, j'ai tenté de les rendre avec sincérité. Donc, pour moi, c'est d'y aller par le corps, évidemment, mais c'est aussi de ne pas trop trafiquer la réalité par un biais. Par exemple, on cherche à donner un paysage romantique. On cherche à faire sentir la beauté des lieux. Oui, la beauté, mais oui, la laideur également. Oui, les sensations positives, mais également les mauvaises odeurs, les déchets, les traces anthropiques qui viennent défigurer. Donc, c'est de ne voiler ni en embellissant, ni en venant forcer le trait non plus. Donc, c'est de le regarder avec une sorte d'attention qu'on pourrait dire objective. Évidemment, il n'y a aucune objectivité dans l'observation, mais on essaie de tendre vers une certaine objectivité. Pour moi, c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que la dimension des lieux leur est restituée, puis qu'ils deviennent, en fait, qui transpercent pratiquement la page où on vient rejoindre des sensations aussi chez les lectrices et les lecteurs qui font en sorte que le lieu prend vie, à mon avis, du moins. Je suis d'accord avec ce que dit Antoine, notamment au début. Il faut vivre, mais ça c'est valable pour les lieux comme pour tout le reste en littérature. Il faut un minimum vivre avant d'écrire. Si on veut parler d'un lieu, il faut être allé dans ce lieu. Si c'est un lieu imaginaire, on le compose de toute façon avec différents lieux réels. Il faut avoir passé du temps, il faut avoir senti ces lieux-là pour bien les. Je pense qu'un roman, par exemple, comme le Dorman ou Indice des Feux, il faut être allé dans ces paysages, il faut aller à New York pour sentir ça. Sinon, on passe à côté. Et comme dit Antoine, ça manque de sincérité. On est dans l'artifice, on est dans la fabrication. Après, pour répondre spécifiquement sur la question et sur la technique de description d'un lieu, moi, j'aime beaucoup le fait d'accrocher le regard sur un accessoire, un détail en particulier. Et encore une fois, ce détail-là, il doit être représentatif aussi de tout le décor qui est autour. Si vous êtes dans un salon de thé, une tasse doit pouvoir contenir finalement, de la même façon que Madeleine disait, le Dorman et New York et le Dorman, ben, la tasse et le salon de thé, et le salon de thé est dans la tasse aussi. Et alors, si on arrive à accrocher comme ça plusieurs accessoires, on a cet univers qui est bien particulier. Ça demande du temps aussi, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer seulement 2-3 phrases sur un lieu, mais qu'on va y passer plusieurs pages. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est long. À nous d'être efficace et de couper aussi dans la densité. Mais c'est important parce que ça imprègne une texture, une odeur, une tonalité, une couleur, et qui fait que le lecteur, comme les personnages, vont se sentir dans ce lieu. Il faut qu'on arrive, en tant écriveur d'histoire, en tout cas, à apporter ces lieux jusqu'au lecteur et jusqu'aux lectrices. Il faut que l'immersion soit la plus totale possible. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que ça passe par le mouvement, enfin, par le mouvement du corps, enfin le corps du héros, enfin du personnage. Et dans la ville, que ce soit dans la ville ou quand ce soit dans les paysages au Canada, je pense que c'est le mouvement du corps. Bon, en l'occurrence, le Dorman qui marche quand il n'est pas immobile au pied de l'immeuble dans sa verticalité. Il y a l'horizontalité des rues, des avenues. Donc il marche, il y a ce mouvement de la marche qui est aussi le mouvement de la ville, qui est aussi le mouvement, le vent dans le ciel, qui est le mouvement de l'eau qui entoure Manhattan, qui est une île. C'est vraiment un mouvement qui... Oui, moi je pense que ça passe par le mouvement, évidemment par le corps. Mais pour descendre justement dans les corps, ce qu'il y a d'assez fascinant dans vos romans, c'est qu'il y a ce lieu, ce territoire qui est important et qui fait sens, et puis qui renvoie à une intimité j'allais dire la plus intime, elle est magnifique cette phrase, la plus profonde en tout cas, avec un sentiment de solitude quand même dans toutes vos histoires, et avec ce basculement entre effectivement ce que le lieu est et puis comment ça rentre jusque dans nos chambres à coucher. On a vraiment cette impression qu'il y a une porosité du lieu, de la vie en société, dans l'intimité. J'ai presque une question peut-être philosophique, j'en sais rien, mais qui je trouve
répond à vos questions, de savoir est-ce que l'intimité existe encore? Est-ce que les mêmes histoires, vous, auraient pu se dérouler si vous étiez resté dans d'autres endroits ou qu'est-ce que le lieu dit de l'humain et encore une fois de son intimité la plus profonde finalement? Je crois que c'est Charles qui en parlait précédemment, mais qui disait qu'on est constitué des lieux qu'on habite. Donc, de la même manière aussi, Madeleine disait que le Dorman est New York, New York est le Dorman. Mais c'est ça pour moi, c'est comme une non-question. Pour moi, c'est une évidence. Donc, on est constitué des lieux qu'on habite. Quelqu'un qui a grandi en campagne au Canada n'aura pas le même rapport au territoire qu'une Parisienne ou un Parisien. C'est une évidence. Donc, ce que je dis, c'est tout simplement qu'une fois qu'on prend conscience de ça, je pense qu'on peut décider de... Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire dans les 10 des Feux, c'était de vraiment déployer cette intimité avec énormément de profondeur, d'aller voir jusqu'où ça peut aller, de quelle manière ça nous constitue. Puis ensuite, quand ces lieux qui nous constituent sont attaqués, de la manière dont les lieux sont aujourd'hui attaqués par le développement, par l'urbanisation des campagnes, ici, c'est vraiment... on est vraiment dedans. Le Canada est en proie à des forces de développement qui sont incontrôlables. Le gouvernement est pratiquement complice là-dedans. Et donc, quand on voit les campagnes qu'on habite depuis l'enfance être rasées, changées par des tours à condos identiques sur des kilomètres et des kilomètres, comment est-ce que ça vient justement profondément changer notre identité, notre rapport au monde, notre rapport à l'avenir, nos projets, et puis carrément nous façonner. Donc, on le voit quand c'est attaqué, quand c'est atteint, on le sent de façon encore plus aiguë. Donc, on va au-delà de l'évidence, puis on voit qu'il y a vraiment quelque chose de sensible entre les êtres humains puis les lieux qu'ils habitent et qu'ils aiment. Je suis complètement d'accord, évidemment, parce que on se comporte différemment en fonction du lieu dans lequel on se trouve. J'ai une bonne anecdote à ce sujet. J'ai habité quelques années à Nantes. Je montais dans le TGV le matin pour aller à Paris. Et sur le quai à 6h, 7h du matin, les gens sont plutôt polis, courtois, ils patientent tranquillement, ils montent dans le TGV. Le même TGV avec les mêmes gens arrive 2 heures plus tard à Paris, à Montparnasse. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé, on n'a pas mis d'autres gens dans le train entre-temps. Ils sont énervés, mal polis, ils se bousculent, ils n'attendent plus, ils se parlent mal, ils sont pleins de stress et d'agressivité parce que c'est le lieu qui les charge comme ça. Et il suffit d'aller à New York, c'est un très bon exemple. Vous allez dans cette ville et d'un coup, vous avez envie de faire 1 million de choses en plus que ce que vous faites d'habitude. Il y a une énergie. Alors, on peut aussi se dire à l'inverse, je vais décider de ne pas habiter à New York ou dans une ville ou dans une grande ville pour éviter ce stress et cette énergie parce que autant ça impulse cette énergie, mais ça demande d'en fournir aussi en retour. Et on peut décider d'aller au contraire vivre dans un territoire où la vie est plus calme. Mais comme le dit Antoine, on peut aller dans un territoire en se disant je veux d'autant plus le défendre que je suis là à constater ce qui se passe et ce qui se dégrade sous nos yeux. Pour comprendre pourquoi une grande ville est sale, il faut vivre dans une grande ville. Pour comprendre pourquoi la campagne est en train de s'urbaniser, il faut vivre dans cette campagne où on voit progressivement 2 grandes villes qui étaient distantes autrefois de plusieurs centaines de kilomètres ne faire bientôt plus qu'une seule ville. Le cas de la Belgique ou des Pays-Bas, il est saisissant. Il n'y a quasiment plus une campagne, ou alors c'est de la campagne totalement artificielle, industrielle, presque c'est de l'agriculture à grand format. Et on a des villes en France, peut-être qu'un jour, malheureusement, entre Toulouse et Bordeaux, ça ne sera plus que la même ville parce qu'on a des banlieues qui se rejoignent les unes les autres. Et donc ça influe forcément. Ça influe sur la manière dont on voit le monde, ça influe sur la manière dont on vit au quotidien. On fait partie, je pense, en France et même au Québec pour Antoine, d'une population privilégiée à l'espace, à l'échelle du monde, parce que je pense qu'on a tous des possibilités de changer et de décider d'habiter dans tel ou tel lieu. Et c'est une grande chance parce que plein de gens n'ont pas cette possibilité et ils prennent ce que le lieu leur donne et on leur dit ce lieu-là, ta vie, c'est ici. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre ici et tu fais avec. Et on a cette possibilité-là et à nous de nous en servir pour dire je préfère habiter là pour me charger de cette énergie-là, pour défendre ce côté-là. Et donc c'est évident que pour moi, les lieux
on garde une intimité, pour répondre à la question originale de Charlotte. On garde ce qui fait qu'on est nous-mêmes, mais on est de toute façon tellement traversé par l'énergie et par la lumière des lieux qu'on oriente sa propre personne aussi en fonction de là où on habite, là où on part en vacances, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Antoine et Charles. Que rajouter oui, en parlant de New York, par exemple, en effet, on sait très bien que New York, c'est une ville d'une cruauté incroyable, c'est la ville du marche ou crève, alors évidemment. Mais moi, ce que j'ai voulu essayer de faire, tout en évoquant évidemment ces difficultés, je veux dire, c'est pas, je ne parle pas de New York, je ne pense pas faire donner une image idyllique qui est d'ailleurs qui n'est pas du tout, mais c'est le cas, loin de là. Mais c'était plutôt pour à travers le personnage du Doorman, qui est cet observateur, qui est plus un observateur, qui est une sorte de filtre, en fait, d'arriver à livrer aux lecteurs, à ceux qui connaissent cette ville, qui apparemment la reconnaissent aussi, ou à ceux qui ne la connaissent pas, à livrer toutes ces horreurs et aussi toutes ces beautés. Voilà. Mais en effet, enfin, une ville peut être, on peut être mangée. Enfin, par exemple, pour New York, c'est une ville qui dévore. Et en effet, on peut y disparaître, comme on peut aussi devenir un phénix. Et comme on dit toujours, quand on y va, oui, oh là là, il y a une énergie, oui, il y a une énergie, mais qui vous tue aussi. Et quand on voit les rues, ce qui est toujours assez étonnant, on voit tous ces gens qui vont travailler, tout ce personnel, ce que j'appelle le personnel de service qui va travailler, tous ces petites fourmis laborieuses, courageuses, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des immigrés, qui font marcher la ville. Bon, évidemment, c'est Wall Street aussi qui fait beaucoup marcher la ville, évidemment, mais tous ces ouvriers, tous ces gens qui travaillent, c'est là qu'on s'aperçoit de la course, et après de l'épuisement à la fin de la journée, quand on voit les gens dans le métro là-bas qui sont écrasés de fatigue contre les vitres. Et de toutes ces questions-là, justement, on va entrer en littérature. On vous a entendu sur les lieux et sur l'intimité. Pourquoi peut-être plutôt, vous avez décidé d'écrire sur tout ça et de construire vos romans comme vous les avez construits. Et finalement, la question qui sous-tend tout ça, c'est peut-être qu'est-ce que la littérature peut... Pardon, j'ai un petit être, c'est les joies de Zoom. Ce que la littérature peut ou doit, à vous de nuancer, dire du monde en fait. Pourquoi vous avez choisi d'écrire là-dessus et d'en faire œuvre de littérature? Personnellement, j'ai décidé de commencer à écrire, j'avais environ 25 ans. Quand j'ai vraiment décidé d'abandonner ma carrière, j'étais en enseignement au primaire à ce moment. Donc, je vois une petite tête qui dépasse. Et puis, voilà, ça me fait sourire. Mais bref, l'enseignement restera toujours dans ma vie. Ce sera toujours important. Mais c'est ça, pour moi, j'ai frappé une sorte de mur à un certain moment donné où j'avais vraiment l'impression de vivre dans un monde qui n'avait aucun sens. J'avais l'impression d'être vraiment déraciné ou de ne plus vraiment appartenir au réel. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui était rompu, juste de me promener dans ma propre vie comme un personnage, comme si j'étais même pas moi-même, comme si j'habitais pas ma propre vie. Puis on dirait qu'à un certain moment donné, pour une raison qui m'échappe, qui va toujours m'échapper, l'écriture s'est présentée comme un outil, on dirait, pour retourner vers le monde, retourner en le regardant avec plus d'intensité, en y réfléchissant, en y cherchant ma place, en cherchant à voir ce qui a encore du sens et ce qui n'en a pas. Et très rapidement, l'écriture, honnêtement, c'est déployé dans ma vie avec tellement de force, m'a redonné énormément. Donc, on donne beaucoup à l'écriture et elle nous redonne aussi. Il y a vraiment comme un cycle où, en écrivant, on retourne vers le monde, puis ensuite le monde entre dans l'écriture et on s'en rapproche toujours. C'est vraiment pour moi comme une sorte de relation qui s'est retissée par l'écriture. Et puis le choix du sujet, ben, je ne pense pas tellement l'avoir choisi au sens où pour ma génération, l'état dans lequel se trouve la planète en ce moment, puis l'état dans lequel se trouve l'environnement, la façon dont les choses se déroulent, pour moi, le sujet s'est imposé. Je veux dire, c'est ce qui déterminera si oui ou non on va avoir une
une vie longue ou courte, ou si on pourra avoir des enfants dans ce monde, si on pourra leur promettre autre chose que ce qui est en cours, qui n'est pas particulièrement beau à promettre à quelqu'un. Je n'ai pas envie de promettre ça à mon enfant, en tout cas. Donc, c'est vraiment, le sujet s'est imposé à moi plus que je l'ai choisi. Vaste question, au pluriel, parce qu'il y a à la fois le rapport à l'écriture et puis le rapport au sujet de nos livres respectifs. Moi, je crois que le rapport à l'écriture, c'est à la fois un rapport, comme le disait Antoine, au monde, mais aussi un rapport à soi-même. Et on grandit dans ces deux relations-là. Moi, en tout cas, l'écriture, elle est venue d'un besoin. J'adore écouter des histoires, que ce soit des contes, que ce soit regarder un film, lire un livre. Et j'aime ce temps suspendu où la vie s'arrête et on écoute quelqu'un qui raconte une histoire. Et bah, c'est aussi intéressant de se prendre au jeu et de dire c'est à mon tour maintenant de raconter une histoire, parce que je trouve que c'est terriblement frustrant de ne pas pouvoir échanger, de prendre le temps. On est dans des situations en permanence, professionnelles ou personnelles, où il faut aller vite, encore plus, et ça ne fait qu'accélérer. Tout le monde n'a que quelques minutes à consacrer à l'autre pour un bout de discussion sur un coin de table, 3 échanges, un SMS, même des coups de fil, et on s'arrête parce qu'il y en a un autre qui commence. Et le temps de la lecture, le temps de l'écriture, bah, il permet ce temps long de vraiment échanger dans la durée. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important dans le rapport aux autres et dans le rapport à soi-même, parce que c'est du temps qu'on prend aussi sur sa journée, sur ses activités, sur son quotidien qui dévore, et de se dire, bah voilà, c'est une parenthèse, c'est une bulle. Et au final, c'est mieux, c'est quand même pour ça qu'on écrit, pour partager des histoires avec un public. Mais s'il n'y a pas de public et si le livre reste dans un tiroir, il y a déjà une énorme partie du chemin qui est faite dans le rapport à soi, parce on s'est offert cette bulle-là, cette temporalité suspendue. Après, sur le choix du sujet, je suis complètement d'accord avec Antoine. C'est autant nous qui le choisissons que le sujet qui nous choisit, parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est, et ce qu'on a besoin d'exprimer et qui transpire par toute notre personne. La thématique d'Antoine, elle est évidemment, tout le monde l'a subi de plein fouet, et ça me paraîtrait assez fou de rencontrer aujourd'hui un climato-sceptique qui me dirait non, il ne se passe rien. Enfin, il suffit de se rendre compte, il suffit d'aller sur 10 ans dans le même lieu pour voir comment le lieu évolue, que ce soit la montagne, que ce soit la plage. On voit la mer qui est de plus en plus en train d'avancer, d'éroder les côtes. On voit les montagnes, il y a de moins en moins de neige. Et c'est valable dans les villes, on entend de moins en moins d'oiseaux, saison après saison. Moi, le rapport au sujet, il est que ce que je vois autour de moi, même si je suis désolé d'être un peu triste, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de vie. Antoine, il est dans le traitement. Est-ce qu'on va réussir à vivre longtemps en tant qu'espèce aussi? Est-ce qu'on va être capable d'avoir encore des enfants, des petits-enfants, etc. Moi, ce que je vois, c'est que le rapport au quotidien, il est dur pour plein de gens. Je vois des gens qui sont usés, et qui sont cyniques, qui sont désabusés vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis de ce qu'ils auraient aimé être. Et ce rapport-là, pour moi, je le vois à travers tout le monde, et je vois les efforts parfois très difficiles qu'il faut faire pour arriver à sortir un peu de sa condition, des rails dans lesquels on s'est mis. Et donc, pour moi, c'était naturel de parler de ça parce que je suis concerné par cette question. Et comme beaucoup, je pense, autour, qui regardent le Zoom ce soir, tout le monde se dit qu'est-ce que j'aimerais m'extirper de cette situation-là, de ça. Alors, pas de tout, heureusement, sinon on devient fou. On a quand même des choses qui vont bien dans nos vies. Soyons optimistes quand même. Mais on a tellement de choses qu'on subit. Et donc, c'est aussi ce sujet-là, pour moi, qui est crucial et qui est vraiment essentiel. J'ai envie de vivre longtemps, mais j'ai surtout et aussi envie de vivre heureux et de vivre bien. Et je pense que c'est le cas, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Alors, comme Charles, moi aussi, j'ai adoré lire des histoires, qu'on me raconte des histoires, enfin lire dès que j'ai pu lire enfant. Et donc, même sans écrire petite, je pense que je me suis toujours raconté des histoires. Voilà, je pense que j'ai passé ma vie à me raconter des histoires. D'une certaine façon, j'ai aussi raconté des histoires, parce que je suis comédienne. Donc, je pense que d'une certaine façon, on raconte comme ça aussi des histoires, ou des histoires d'un personnage. Pour ça, je m'attache beaucoup aussi aux personnages dans les romans. Et puis, pour le grand saut vers l'écriture, parce que bon, se raconter des histoires, c'est une chose, et après se donner le temps, voilà, d'avoir cette sensation à la fois de vacuité, de disponibilité, il faut aussi le trouver.
voilà, il y a voilà, 3-4 ans, mais j'avais déjà l'envie déjà oui, j'ai dû faire des petites choses par-ci par-là qui restaient dans des tiroirs, mais le Doorman, je pense que le Doorman est né il y a plus de 10 ans, il a mis un certain temps à arriver. Et en fait, parce que je voulais écrire sur cette ville, je voulais écrire sur la trajectoire d'une vie d'un émigré dans ce chaos et comment finalement on arrive oui, à vivre une vie et à toucher peut-être une fraternité. Je pense que c'était pour moi important de parler de ça. Donc, voilà, je mêle un peu les deux questions à mes réponses. Mais c'est vrai que je me suis... voilà, je voulais, à la fois, c'était la solitude de ce personnage dans cette ville, l'anonymat, dans cette ville grouillante. Et en même temps, c'était aussi ma solitude, justement retirée un peu voilà, des répétitions. Je travaillais beaucoup au théâtre, des troupes, des tournées, bon, que j'adore, mais c'était aussi ma propre solitude dont j'avais peut-être besoin intimement à un moment donné de ma vie. Ces deux solitudes peut-être se sont rejointes et donc je m'y suis mise. Mais le roman a maturé un certain temps. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet échange, si j'ose dire, c'est ce sentiment de liberté que j'ai eu et de liberté incroyable. Et voilà, même si on est devant son ordinateur, devant la page, voilà, je vois Charles qui sourit, mais c'est vrai que c'est, en même temps, je dis, je crois que c'était délicieux. alors, je sais pas, je pense que le deuxième, ça sera très, très dur. Mais voilà, c'était la liberté, la solitude et la liberté, voilà, que j'ai eu. Bon, c'est un peu intime, mais c'est ce sentiment-là qui sort de cette aventure. Et donc, de vos bulles, de vos espaces, de votre liberté, nous sont parvenus donc vos 3 romans. Ils ne sont pas restés dans un tiroir. Comment ça s'est passé, la publication? Nous, aux 68 premières fois, on aime bien, comme le nom l'indique, les premières fois, avec ce côté quand même un peu magique de la publication. Alors, c'est dans une période un peu étrange, j'imagine, pour vous. Comment ça s'est passé? Voilà, cet envoi aux éditeurs, oui, on va publier, et qu'est-ce que ça fait le jour où on reçoit son roman, ou alors le jour où on vous dit c'est parti, et qu'est-ce que le regard des autres sur vos livres change peut-être aussi dans votre rapport à l'écriture pour le second, justement, dont parlait Madeleine? Je vais laisser Charles répondre en premier. Le foutu québécois. Maintenant, je vais passer en dernier cette fois. On dirait que je vais réfléchir. D'accord, pas de problème. On avait dit qu'on gardait cet ordre, mais que je viendrai à ton secours si besoin, avec plaisir. C'est une sensation magique, géniale. C'est un petit nuage et j'espère que vous pourrez tous vivre ça, que ce soit via l'écriture ou via autre chose. Mais le fait d'arriver à porter une forme de création intime, personnelle et de la partager aux autres et d'offrir cet espace-là, enfin, moi, j'ai l'impression, personnellement, depuis la publication, d'être traversé par l'énergie de ce petit nuage. Comment ça s'est fait? C'est comme tout ce qu'on vous raconte, c'est long, il faut être patient, et il y a plein d'échecs avant, il y a plein de romans refusés, et il y a plein de moments où on croit et finalement non. Et même quand on a dit oui, c'était l'année dernière, après pas mal de mois de discussion, d'échanges, de retravail sur le texte, on me dit oui, c'est bon. Et puis 2 semaines après, le Covid arrive, et là, plus de son, plus d'image. Je ne sais pas ce qui va se passer. On se dit que voilà, c'est pas de chance, tant pis, ça devait se faire, et puis ça ne se fait encore pas se faire cette fois-ci. Finalement, oui, puis on n'a pas de date. Puis le temps et la manière de travailler des éditeurs est différent du temps de pas mal d'autres choses, du temps de l'entreprise, du temps de l'école. Et donc, c'est un rapport aux choses et au temps surtout qui est un peu différent parfois. Ce qui fait que, en tout cas, moi, personnellement, j'avais du mal à y croire. Et tant que je n'avais pas le livre dans les mains, pour moi, ça restait lointain, aussi parce que je n'ai pas tendance à m'emballer tant que le truc n'est pas fait, et donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de tangible. Et c'est au moment du service presse, à 2-3 semaines avant la sortie du livre, là, on voit le livre avec son nom, on touche, et ça, c'est vraiment c'est une rencontre, quoi. On se dit, ça y est, en fait, ça existe pour de vrai, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Le rapport aux autres, pour la deuxième partie de la question, il y a un côté un peu, c'est à la fois beau et à la fois triste,
parce que en fait, moi, j'écris des livres et des histoires et des nouvelles et des romans depuis je vais peut-être plus de 10 ans maintenant, presque 12-13. Et même si vous avez le soutien des proches, même si vous avez le soutien des amis, de votre compagne, de votre compagnon, de vos parents, tout ça reste quand même, pour ceux qui n'écrivent pas, quelque chose de, bon, c'est bien, c'est son délire dans son coin, laissons-le faire, espérons qu'il ne se noie pas là-dedans, parce que tout ça est bouché, tout ça n'a pas d'avenir. Qui veut écrire des livres en 2020, 2021, il faut vraiment être fou pour faire ça. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit. Et d'un coup, comme le livre existe, prend une place, eh bien, le rapport des autres sur vous change et ils vous disent ça y est, enfin, tu es un écrivain. Mais je n'ai pas changé, j'étais déjà un écrivain avant. Pour moi, un écrivain, c'est celui qui, dans l'idéal, écrit tous les jours, mais en tout cas, qui est traversé par ce besoin d'écrire. Et donc, je n'ai pas changé. J'ai pas changé parce que le livre est sorti. Je ne suis pas devenu meilleur, je ne suis pas devenu plus beau, je ne suis pas devenu plus intelligent. Je suis le même. Mais le regard des autres met ce prisme et ce filtre. C'est beau, c'est mignon et c'est sympa et c'est touchant, mais c'est triste aussi parce qu'on a envie de se dire, mais alors, quid de tous les écrivains qui ne sont pas publiés? Ils ont aussi droit aussi à regardez-les avec de la lumière, regardez-les, ce ne sont pas des fous qui peignent dans leur grenier ou qui écrivent leur manuscrit le matin avant leur journée. Ils ont quelque chose, ils ont une lumière, ils ont envie de la partager et il ne faut pas s'arrêter au seul acte de l'édition et de l'existence réelle du livre, même si, comme je vous dis, le fait de le voir, voilà, c'est une histoire au début, c'est une histoire dans des cahiers, puis c'est une histoire dans ma tête, puis c'est une histoire dans un logiciel et dans un écran. Bon, et puis on en parle, et puis ça devient vraiment réel que quand le livre est là, quoi. Voilà. Je suis contente que Charles ait parlé de nuages parce que je n'aurais pas osé, je craignais d'être trop naïve en disant que moi aussi j'étais sur un petit nuage. Et encore aujourd'hui, c'est un peu, quand j'ai le livre dans la main, c'est quand même toujours très, très étrange, quoi. Bon, en plus, moi, j'ai pas écrit avant, enfin, je n'avais jamais envoyé de texte, voilà, je n'ai pas écrit avant. Donc, j'ai envoyé en effet mon texte chez Actes Sud. Je voulais que ce soit Actes Sud. Pas parce que maintenant je suis à Arles, mais je suis entre Arles et Paris. Maintenant, de plus en plus à Arles, mais voilà, parce que pour la maison d'édition, en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ils sont voisins. Donc, et puis, j'ai fait la rencontre de mon éditrice. Ils m'ont dit, voilà, oui, on veut l'éditer. Alors évidemment, ça c'est un moment absolument indescriptible. Je ne sais pas encore comment. Voilà, j'ai été prise d'une émotion terrible. Je ne sais pas ce que c'était. C'était même plus du trac. Une première au théâtre, c'était rien du tout à côté. Parce que là, c'était vraiment, en plus, voilà, c'est ça, c'était vraiment quelque chose à moi. C'était mon truc à moi. Ça paraît un peu, hein, Charles, il est d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai. C'est un peu bête, mais voilà, c'était vraiment et là, j'étais un peu dépassée, quoi. Je me souviens. Bon, après, on a fait était prévue une publication en septembre pour la grande rentrée littéraire de septembre 2020. Et évidemment, au printemps, donc on travaillait avec mon éditrice, et au printemps, évidemment, tout ça est tombé à l'eau avec le Covid. Donc, il était même question à un moment donné de le reporter comme premier roman, puisque c'est toujours une place à trouver qui est particulière, septembre 2022. Mais je ne sais pas si c'est cet effet Covid ou si c'est l'effet, peut-être aussi, comme je l'ai dit, je ne sais plus, l'effet, les répétitions au théâtre. On est d'une grande patience. Et je me suis dit, bon, bah, si ce n'est pas, puis j'ai attendu, j'ai mis du temps à faire ce livre. Donc, je me dis, bon, c'est dommage, mais il n'y avait pas d'impatience. Et finalement, a été décidée cette publication au mois de février, qui était, voilà. Et puis, je ne sais plus la question. Oui, avec les. Alors, la réaction le rapport aux autres. Moi, tant que j'écrivais, voilà, c'est pas comme Charles qui a beaucoup écrit, donc qui était suivi, entouré par ses amis qui savaient. Bon, moi, j'écrivais, mais je le disais pas vraiment. Ou j'ai dit oui, je fais un truc. Enfin, bon, c'était un peu assez confidentiel, même si c'était très important pour moi, très, très important. Et même, comme l'a dit Charles, même si je l'ai dit d'ailleurs, ça paraît un peu, c'est pas de la coquetterie, mais je pense même s'il était resté dans son tiroir, je l'avais fait, et pour moi c'était très important parce que je l'avais fait. Voilà, ça c'était très important.
En revanche, je peux parler du rapport aux autres aujourd'hui. Je m'aperçois que ce livre, dans les réactions que je reçois, même des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, des proches, des moins proches, des anonymes, il a fédéré quelque chose qui m'émeut énormément, que je ne sais pas, les gens se retrouvent, alors à chaque fois c'est des lecteurs, alors à chaque fois c'est des événements, des réactions, des sensations différentes puisque le livre est fait en chapitres brefs et c'est très, mais voilà, il y a quelque chose qui se fédère autour et qui me touche beaucoup parce que on se retrouve pas autour d'une personne, on se retrouve autour d'un livre. Et ça, je trouve, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce que chacun vit aussi dans sa vie de difficile, se retrouver autour d'un livre, voilà, l'histoire d'un homme, bon, modeste, je suis très émue de ça. Et donc, je suis très contente. Je suis très contente, ça me touche parce que je l'ai pas fait pour ça, mais je m'aperçois qu'il y a cette belle réaction qui est pour moi très, très, très importante, qui est la plus importante peut-être. Antoine, vous n'échapperez pas à la question. Voilà. J'ai pris du temps exprès, hein, Antoine, hein, pour... Non, mais en fait, la publication de ce livre, pour moi, ça a été... Le mot montagne russe, c'est vraiment pas suffisant, là. J'ai commencé, comme je disais, à 25 ans, j'étais carrément... j'allais pas bien du tout, j'étais en dépression, mon travail perdait de son sens, ma vie perdait de son sens, donc j'ai plongé dans l'écriture du livre en essayant vraiment... je ne le dis pas pour l'artifice, c'était vraiment ça. Il fallait que j'écrive ce livre pour essayer de retrouver ma place dans ce monde. Et puis, chacun des textes, pour ceux qui l'ont lu, ont quand même un côté un peu dur. Puis, ça joue sur des trucs qui sont... Moi, je suis un éco-anxieux, donc c'est sûr qu'en plus, j'allais jouer directement dans des choses très intimes, très dures pour moi. Et quand j'ai terminé de l'écrire, ben, j'ai fait une immense dépression au-dessus d'un an. Donc, j'ai fait un burn-out qui m'a mené à une dépression. Puis, ben, c'est ça, vers décembre 2000, ben, je ne sais même plus, je pense que c'était décembre 2018, je crois. J'ai envoyé comme ça à la poste mon manuscrit en me disant, bon, ça me prendrait de la lumière dans cette vie, c'est trop long, ça va mal, tout va mal. T'sais. Puis, finalement, pendant 8 mois, j'ai eu aucune réponse. Je l'avais envoyé à 3 maisons d'édition différentes. Puis, en l'espace de 10 jours, les 3 m'ont dit oui. Donc, en même temps, fin août, donc là, ça a commencé à aller mieux. Là, j'étais complètement dépassé par les événements. Puis, quand j'ai vu que la peuplade voulait mon livre, ben, je suis tombé de ma chaise complètement. Je ne savais pas vraiment trop quoi dire avec ça. Puis, j'ai été m'asseoir dans un café et Mylène Bouchard, que j'ai lu longtemps avant de la rencontrer, s'adressait à moi de mon côté de la table. Puis moi, j'étais hors de mon corps en train de me regarder puis en train de me dire « Mylène Bouchard t'adresse présentement la parole et donc il va falloir que tu lui répondes quelque chose. Essaie de ne pas avoir l'air d'un con. » Donc, c'était vraiment particulièrement spécial. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je pourrais dessiner exactement l'angle du café avec la table, la place des tasses. J'étais hors de moi, mais d'une belle façon, dans le sens où j'étais complètement étonné de la tournure des événements après tellement de mois, de longs mois, au-dessus d'une année de profonde noirceur où tout allait mal. Puis là, tout d'un coup, c'est ça. Fait que j'y ai comme pas cru pendant vraiment longtemps, même si le contrat était signé, puis je savais c'est quand il allait être publié et tout. Pour moi, c'était totalement... c'était une expérience qui n'avait aucun lien avec le réel. Donc, j'avais vraiment l'impression... Souvent, la nuit, je me réveillais et je me disais, ah non, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ne veulent pas le livre. Ils ne l'ont jamais vu. Quelle idée. Tu sais, vraiment, souvent, je me disais, ah, Mylène va m'écrire aujourd'hui, elle va dire, bon, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête, on ne le publie pas. Et ça, pendant facilement 15 mois, là, je me disais, non. Je pense que c'est Charles qui disait, tu sais, jusqu'à ce que je l'ai dans les mains, je me disais, il va y arriver quelque chose, l'entrepôt va prendre en feu, le camion qui va me l'apporter va prendre... Ça se peut pas. Ça n'existe pas, c'est impossible. Et donc, même encore aujourd'hui, j'ose à peine, quand je le prends dans mes mains, il y a quelque chose qui se passe qui est comme un trop plein d'émotions, mais j'y arrive pas. Tu sais, j'ai pas encore vraiment plongé dans le livre où j'ai peine à le tenir dans mes mains. Pour moi, c'était profondément significatif pour moi. Ce livre-là a pris une place qui était tellement plus qu'un livre, tellement plus qu'un projet sur le côté. Il fallait que ça existe, cette chose-là. Puis je pense que pour moi, ça va toujours rester comme ça.
Puis pour ce qui est du partage avec le public, je pense que c'est la plus belle surprise de ma vie. Moi, j'étais hyper intimidé. Je suis ni dans le milieu du théâtre, ni dans le milieu de la littérature. J'étais vraiment un sombre inconnu qui n'avait rien publié, puis qui parlait à personne. Puis j'avais à peine, tu sais, pendant mon épisode de dépression, j'avais de la difficulté à aller prendre un café 1 heure avec un ami dans une semaine. Pour moi, c'était trop. Là, tout était trop. Ça allait vraiment pas bien. Donc, je me disais, oh mon Dieu, je le voyais quand même comme quelque chose de très dangereux, la publication, au sens de mettre quelque chose dans l'univers qui est tellement intime, qui est tellement, je sais pas, qui est un peu terrifiant. J'avais peur du jugement, j'avais peur que ce soit rejeté, j'avais peur que ce soit mal compris. Puis au contraire, c'est une très agréable surprise pour moi. Puis écoutez, je m'adresse à vous aujourd'hui de l'autre côté d'un océan. Donc, il y a quelque chose de profondément paranormal dans tout ça. Et puis, je l'accueille avec beaucoup de gratitude, mais avec une surprise qui est... Je ne pense pas que cette surprise-là va s'étioler avec le temps. Là. Je suis totalement étonné de la réception puis du partage, mais j'ai tellement de gratitude, c'est incroyable. Donc, voilà. C'est comme ça que je me sens. Très bien. Merci tous les trois pour votre sincérité, c'est très touchant. Mais on va repartir. On va repartir. Je vais repartir. Oui, si, ça y est, on remet tout dans l'ordre. Est-ce que, voilà, donc cette première publication a changé votre rapport à l'écriture et puis, qu'est-ce qu'on écrit après ça? Et comment ce livre-là peut-être continue à vous habiter maintenant qu'il est, on l'a eu entre les mains, Antoine, donc on sait, il est sorti, on l'a lu. Maintenant qu'il est voilà, devenu peut-être un peu étranger à vous, en tout cas, il vit dans nos maisons aussi. Voilà, quel est votre rapport à l'écriture? Est-ce qu'il a changé? Et qu'est-ce qu'on écrit après ça, surtout, aussi? Est-ce que je repars en premier ou on a troublé l'ordre de façon permanente? Ah non, mais troublons l'ordre de façon permanente. Allez, je commence si vous voulez. Je me jette à l'eau. On vient de m'entendre, donc retournons à Charles. Hein? Vas-y, madame. Oui. Ben, c'est très difficile. Je crois que ça sera. Je pense que ça sera très. Je pressens de la difficulté pour le deuxième, en tout cas, pour ce qui va suivre, qui est déjà un peu là en note. Mais en effet, ce que dit Charlotte, c'est juste, c'est-à-dire qu'il est étranger, voilà, ça y est, il vit sa vie, si j'ose dire. Sauf qu'il revient de temps en temps. Par exemple, ce soir, il revient. Voilà, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et en même temps, c'est vrai qu'on est toujours, parce qu'on est soi, parce qu'on ne peut pas, voilà, tout à coup, à moins de... On continue quand même à le porter. Et moi, si je vais être sincère, j'ai la crainte, je ne voudrais pas, j'allais dire faire un Dorman bis, mais je ne voudrais pas. Bon, alors après, il y a moi, ma sensibilité, mon écriture, voilà, mon amour pour par exemple, les personnages solitaires. Alors, je me suis un peu, voilà, je me dis, je m'embarque encore et je vais me retrouver. C'est très difficile. Alors, je ne sais pas, j'attends les réponses de Charles et d'Antoine qui vont peut-être m'aider parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'attende? Mais je n'ai pas envie d'attendre. Est-ce qu'il faut, voilà, pour que tout ça repose? Est-ce qu'il faut que je m'embarque dans complètement quelque chose de complètement différent, voilà, une histoire comme les monstres, ça ce serait complètement différent. Est-ce que voilà, j'avoue que je suis un petit peu, je mesure le bonheur de la publication est égal à mon angoisse pour la suite, je crois. Mais une bonne angoisse, hein. Allez, une bonne angoisse. Mais voilà. Mais je pense que ça sera le deuxième, ça sera quelque chose de, je ne sais pas. Voilà, j'attends. Je vous écoute, messieurs, je vous écoute. Aidez-moi. Antoine, tu veux reprendre la main? Bon, mais je rejoins un petit peu ce que dit Madeleine. Notamment, tu as dit les mots il est là, on pense c'est fini, il revient. Et ça m'a fait ça plusieurs fois, ce sentiment de bon, voilà, ça fait 2-3 mois, c'est bien, tu as eu ton petit moment, on passe à autre chose. Et puis, il vient toujours vous rattraper par la manche, il y a quelqu'un qui vous en parle. Et puis, on rentre dans une librairie pour complètement autre chose. Je ne suis pas non plus. Je ne vais pas chaque fois que je vais dans une librairie me dire oui, mon livre, je veux le voir. Enfin, on fait ça les 2 premières semaines quand même. C'est amusant comme jeu, on a envie de savoir. On se dit tiens,
Ah, ils l'ont bien exposé, c'est une bonne image avec ça. Ça, je ne le vois pas, je ne reviendrai plus ici. Mais au bout d'un moment, voilà, ça part. Et finalement, il y a toujours, on entend un bout, un truc, un commentaire, une critique, un retour, et donc on revient, on replonge dedans. Et donc, finalement, c'est aussi ça qui est beau avec les livres, beaucoup plus qu'avec le cinéma, par exemple, où les films sont très rapidement euh, vidés de leur temps et de leur substance. Et on dit, maintenant, on passe à autre chose, mais tu me parles d'un film qui a 2 ans, on s'en fout, on n'a plus envie de regarder ça. C'est une vieille série, ça n'intéresse personne. Et un livre, on est tous là à se recommander des livres. Ah ben, j'ai lu ça, c'était il y a 15 ans, j'ai envie de le relire, puis j'ai envie de le recommander. Et on parle de romans intemporels dont les auteurs et les autrices sont plus de ce monde depuis des décennies. Et on continue à les lire, à les recommander, à les retraduire, à proposer une nouvelle lecture, un nouvel éclairage. Donc, c'est beau et tant mieux. Et je souhaite à Indice des Feux, au Dorman, aux Monstres et à tous les autres livres des 68 premières fois de vivre le plus longtemps possible. Et puis, quand on croit qu'ils sont morts, ils continuent à revivre encore. Et ça, c'est vraiment bien. Après, le rapport au deuxième, comme je disais, moi, j'ai écrit plusieurs romans avant. Et donc, j'avais, en tout cas, je pensais être un peu détaché de cette question du maintenant que le premier est sorti et qu'il y a un bon retour, qu'est-ce qu'on fait du deuxième? Je me disais, bah, je suis un peu protégé de ça, puisque c'est pas le deuxième pour moi, c'est le sixième, le septième. Hein, j'en ai écrit d'autres. Et puis, entre le moment où j'ai remis le manuscrit, même s'il a été retravaillé depuis, et puis maintenant, il s'est passé 1 an et demi, 2 ans. Donc, heureusement que j'ai continué à écrire, j'ai continué à lire, j'ai continué à participer à des ateliers d'écriture, à écrire des nouvelles, des romans. J'ai plus le problème inverse de me dire qu'est-ce que j'écris. J'ai 15 sujets différents et j'ai envie d'écrire 15 romans en même temps. Et puis, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer, j'ai un travail, il faut que j'y aille. Et, je sais pas, mais de toute façon, même si j'avais des journées entières pour écrire, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve, je sais pas ce qu'en pensent Madeleine et Antoine, mais passer 3, 4, allez, 5 heures de vraiment d'écriture pure, intense, de créativité dans la journée, moi, je suis vidé, quoi. Moi, je peux plus, je suis pas un robot, je peux pas écrire 14 heures comme ça d'affilée, ça n'existe pas. Ou alors c'est pour écrire des choses peut-être plus plates, plus insipides, je sais pas. Après, c'est bizarre parce que on pourrait penser, moi je me disais, comment est-ce que je vais réagir quand je vais lire des retours négatifs de mon entourage ou de gens que je ne connais pas, de gens qui sont passés à côté du livre, parce que ça arrive, on sait qu'on ne va pas écrire quelque chose qui va être universellement apprécié, il y aura forcément des retours négatifs. Et, euh, et en fait, je le prends assez bien et je comprends pourquoi ça ne plaît pas, et je comprends que 600 pages, ça effraie. Et je remercie ceux qui ont fait l'effort de se dire, bon, pour la première fois, je vais aller au bout de ces 600 pages parce que on va tenter le coup. Et je comprends aussi ceux qui disent, bah non, 600 pages, c'est pas pour moi. Vraiment, un roman qui se déroule sur 24 heures et il faut lire 500 pages pour savoir qu'il se passe rien. Je ne veux pas spoiler, mais pas grand-chose. Enfin, voilà, c'est un roman d'atmosphère. Mais il y en a plein, des romans comme ça. Hein. Désert des Tartares, pour moi, c'est génial. C'est l'histoire d'un type qui va sur un muret et il regarde à l'horizon en attendant les ennemis. Et après, il se passe quoi? Mais je vais raconter tout le livre. En fait, il n'y a rien d'autre. C'est ça l'histoire. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est pareil avec Madame Bovary, c'est pareil avec plein de bouquins où voilà, c'est un roman d'attente, un roman de. Et en fait, c'est les critiques positives qui me troublent dans mon rapport à l'écriture. Donc, je ne dis pas, ne vous arrêtez pas d'en envoyer. Si vous avez aimé le livre, dites-le, c'est très bien. Mais en fait, ça ne devrait pas et ça influe sur moi. Et chaque fois que je lis quelque chose de positif, ça vient rentrer dans mon cerveau pendant le processus d'écriture. Je dis, ah, mais du coup, lui avait dit ça, elle avait dit ça, est-ce que ça va lui plaire? Et on ne doit pas, parce que si on se met à écrire pour l'attente de quelqu'un, ça ne va pas. Il faut raconter ce qu'on a, il faut être sincère. Mais il y a quand même une petite voix qui dit moi, j'ai peur de décevoir ceux qui ont aimé les monstres, clairement. Et peut-être que le deuxième, s'il y a un deuxième, j'espère qu'il y en aura un, va aller chercher d'autres gens, va continuer à faire plaisir à ceux qui ont aimé le premier. Mais je sais aussi que dans le lot, et j'en suis déjà déçu et désolé d'avance, il y en a qui vont dire ah ben non, j'ai aimé le premier, mais le deuxième, pas du tout. Et de toute façon, c'est insolvable comme équation. Donc, il faut l'écrire, il faut continuer à être sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut transmettre. Et puis, ça touchera qui ça touchera. Mais ça parle, quoi. Et chaque retour positif, bah, c'est une petite pression supplémentaire de se dire moi aussi, je suis comme Antoine, qui le dit très bien, quoi. Est-ce que tout ça, c'est réel, quoi? Moi aussi, j'ai rêvé
qu'on me rappelle et qu'on me dise non, non, en fait, tu t'es trompé, ça ne se fait pas du tout. Il n'y aura pas de livre pour le Covid ou pour une autre raison, ou parce que c'est pas la ligne, ou puis c'est plus le temps, et puis tant pis. Donc voilà, il y a quelque chose d'irréel dans tout ça. Et c'est encore plus irréel à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit ah, j'ai lu Les Monstres et j'ai aimé ça et ça. C'est génial, enfin, c'est super. Et maintenant, j'espère que je serai à la hauteur des attentes qui sont nées de ce premier roman. Voilà. J'espère qu'Antoine a eu le temps de réfléchir à sa réponse. Je ne voulais pas qu'on m'entende trop longtemps, trop consécutivement, là, mais en fait, quand j'entends parler du deuxième livre, je pense souvent à une écrivaine québécoise qui s'appelle Hélène Dorion. Donc, Hélène Dorion qui a reçu le prix récemment, le prix Athanas David pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, elle a écrit entre 20 et 30 livres dans sa vie. C'est une écrivaine accomplie. Puis récemment, elle avait un entretien auquel j'ai assisté, puis elle disait le plus difficile, c'est le deuxième livre. Et donc, je me suis dit, ah, parfait. Donc, on dirait que si Hélène Dorion trouve que le pire livre, c'est le deuxième, bien, ça légitimise ma terreur, ça légitimise le fait que je me sente comme ça. Puis, en fait, depuis que je l'ai entendu, que j'ai entendu cette femme incroyable dire ça, je me suis dit, bah, il n'y a pas de pression. Si même cette personne que j'admire profondément l'a trouvé difficile, ben, alors ça enlève toute la pression puis toutes les attentes. Et puis, peut-être que c'est un avantage de ma personnalité, mais moi, j'ai une très petite mémoire et puis j'ai très peu de rapport aux autres. Donc, les attentes, ce que les gens attendent de moi envers un livre, en tout respect, j'espère vraiment qu'un livre va être aimé, va être reçu, tout ça, mais je n'écrirai jamais pour quelqu'un. Quand on me dit, ben, moi, j'aimerais bien que tu m'écrives tel type d'histoire. Ben, non. On va écrire, on va écrire ce qui viendra avec le plus de sincérité possible, avec le plus de sensibilité possible. Puis pour répondre aussi à la question de la poursuite de l'écriture, ben, d'abord, moi, comme je le dis depuis tantôt, l'écriture va prendre une place importante dans ma vie pour le reste de ma vie, c'est clair. Donc, après ce premier livre, pour moi, je ne veux pas abandonner du tout. Il n'y a aucune chance que je fasse autre chose de ma vie. Ça va être de voir un peu comment je peux articuler cette envie d'écrire avec l'envie de ne pas mourir de faim dans une boîte de carton en arrière d'un Walmart. Donc, il faudrait que j'aie techniquement un logement puis un peu de nourriture. Donc, c'est sûr qu'il faut concilier tout ça. Mais moi, je veux que la vie soit autour de l'écriture et non pas que l'écriture soit bon, quand j'ai 20 minutes, je vais retourner écrire. Donc, j'ai vraiment envie que ça prenne une place centrale dans ma vie. Puis, pour ce qui est du prochain projet, j'en ai aucune idée de ce que je vais écrire. Puis, je pense que c'est exactement ça qui rend la chose excitante. Donc, si je savais déjà c'est quoi le projet, ben, je n'aurais pas envie de l'écrire. Puis, tous les textes que j'ai écrits dans ma vie jusqu'à maintenant, puis il y en a d'autres que ceux qui sont parus avec Indice des Feux, j'avais toujours aucune idée de ce que serait le livre. C'est vraiment au fil de l'écriture où je prenais soit une question, un lieu, un fait, une couleur, une odeur, un moment d'un voyage, puis je faisais une description de base, puis après, c'était vraiment l'écriture qui m'amenait quelque part. Puis des fois, ben, on prend un chemin, on se rend compte que c'est un texte merdique après une semaine, puis on revient sur nos pas, puis on repart et tout, mais moi, j'aime bien le côté d'exploration de l'écriture où le texte va dans un sens où parfois ça nous surprend nous-mêmes. Et donc, on peut se dire aussi qu'il y a un avantage pour les lecteurs après parce qu'eux-mêmes, c'est impossible qu'eux sachent où on s'en va si nous-mêmes, en l'écrivant, on le découvrait au fur et à mesure. Et puis, je trouve que ça ajoute une tension dans l'écriture qui est intéressante. Ça donne une direction, il y a un côté où on sent qu'on avance, là, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais ça donne un souffle, ça donne un rythme à l'écriture, puis c'est vraiment vers ça que je tends. Et donc, le deuxième livre est encore une grande énigme pour moi, mais je pense que c'est comme, je dis souvent cette image, mais c'est vraiment comme une terre agricole en jachère. Tu sais. Là, on a passé 6 ans sur un projet à récolter ici et là des petits fragments de vie, des anecdotes, des couleurs, des odeurs, tout ça, on a tout mis dans le champ. Ça a pris énormément de temps à pousser. Là, on a récolté, on l'a amené au marché, on a dit, tiens, c'est des belles carottes bio. Voici les meilleures carottes que vous avez jamais mangées de votre vie. Donc, c'est orange comme mon livre en plus. Wow, extraordinaire. Donc, on croque, on voit les gens, bon, on est content et tout,
mais on ne peut pas tout de suite retourner chercher des carottes, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, puis la terre est relativement épuisée, donc je pense qu'on a besoin de temps pour vivre, laisser d'autres substances rentrer, remuer tout ça, puis voir, bon, ce sera quand le temps de planter, puis ce sera quand le temps de récolter. Je pense qu'il faut prendre le temps. Moi, j'aime pas les livres. En fait, je déteste, ça m'insulte profondément lire un livre puis me dire, ah, ce livre a été écrit pour être écrit. Donc, vraiment, là, il fallait écrire un livre, on a écrit un livre. Donc, on a un 32e Daniel Steele depuis 26 mois. Là. On n'en peut plus. Là. Je suis désolé, Daniel, je vous aime bien. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de bien, mais vous m'emmerdez profondément. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas écrire des livres comme ça. Et donc, patience, silence, puis voyons voir. Allons explorer, voyons voir qu'est-ce qui va se présenter la prochaine fois. On vous attend. La fille qui remet la pression d'un coup, alors que c'est pas du tout ce qu'on vient de lui dire pendant 3. Non, on vous attend pour l'écriture que vous avez tous les trois et qui est très, je l'ai pas précisé, mais qui vous correspond tellement. Enfin, on a tellement l'impression que vous avez un style bien à vous. C'est sans doute la patte des grands écrivains. Je vois l'heure qu'il est, mais je pense que c'est pas possible. Il y a aussi un dérèglement au niveau de l'heure. J'avais dit 40 minutes, on va parler 1 heure, tout va bien. Avant de donner la parole aux participants, la petite question qu'on aime bien et que je vous avais mis par mail, de nous proposer voilà, un livre important pour vous, soit un dernier coup de cœur, soit un livre de chevet, mais en tout cas se faire une idée du lecteur ou de la lectrice que vous êtes. L'œuvre de Murakami au complet, donc Haruki Murakami au complet. Les milliers de pages d'Haruki Murakami, je vous les recommande de façon absolument libre. Donc, allez-y dans le sens que vous préférez. C'est sûr que c'est toujours étrange, les livres de Murakami. Il faut savoir qu'on s'en va dans des univers qui n'ont aucun sens, mais on sait qu'il y aura des coups de téléphone, des femmes qui laissent des hommes, des spaghettis. Donc, pour ceux qui lisent Murakami, pourront voir ces tics d'écriture absolue, mais pour le reste, c'est toujours une plongée dans l'inconnu, une plongée dans un univers étrange. J'adore l'œuvre d'Haruki Murakami. Kafka sur le rivage est peut-être un bon point de départ. Puis Chronique pour l'oiseau à ressort, ça, mettez-le plus loin dans votre liste. C'est vraiment moi, c'est mon préféré, mais je pense qu'il faut en avoir lu avant pour faire confiance aussi longtemps, parce que c'est une sorte de 1200 pages de plongée dans un puits, puis ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est délicieux. Donc, voilà, c'est ma recommandation. Moi, je vais rejoindre de toute façon Antoine sur Murakami. Il faut lire Murakami, surtout si vous aimez les lectures qui prennent le temps. Là, on parlait de lieux, d'accessoires, de décortiquer un tout petit bout et de s'étirer, et s'étirer, et s'étirer, alors que l'action n'a quasiment pas avancé. Pour ça, c'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il faut lire tout Murakami, mais en tout cas, il y en a plein qui valent vraiment le détour. Moi, j'aime beaucoup les classiques, entre guillemets, mais oui, je sais que j'ai sur ma table de chevet, ou en tout cas pas loin, les centaines de contes et nouvelles de Maupassant, l'intégrale aussi des nouvelles de Zweig, parce que c'est des choses qui me remettent tout de suite dans un environnement familier, et qui est à la fois familier et en même temps de qualité, d'exigence, et pour moi, c'est toujours un ravissement. Après, si je dois recommander un ou deux livres en particulier, je vous recommande Les Cavaliers de Joseph Kessel, si vous n'avez pas lu ou si vous voulez le relire. Grande fresque dans l'Asie centrale autour de l'homme et du cheval, mais certainement aussi dans le rapport de l'homme à soi-même et aux autres. Et puis, évidemment, je vous ai recommandé un truc qui doit faire 500 ou 600 pages. Hein. On va se dire que je lis que des gros trucs. Mais on va aussi recommander quelque chose de plus court. Si vous n'avez pas lu Adolphe de Benjamin Constant, pour moi, c'est le livre, peut-être probablement un des 3 meilleurs livres d'amour qui a été écrit. Et il a 200 ans et ça n'a pas pris une ride. Donc, c'est, je sais pas, une centaine de pages et ça se lit tout seul. Et voilà, c'est comme toutes les histoires d'amour, c'est un peu triste aussi. Hein. C'est pas que des sourires et des papillons. Voilà.
moi, je suis absolument incapable de répondre à ce genre de questions. Les livres de chevet, les livres qu'on a aimés, je crois que j'aurais l'impression d'être une infidèle, une lectrice infidèle, parce que j'entretiens avec les auteurs et leurs livres des relations, je pense, amoureuses. Alors, soit c'est passionnel, soit c'est de l'affection, soit c'est de l'amitié. Voilà, Modiano est mon ami. J'aime beaucoup Philippe Roth. Je lis beaucoup de romans, en effet, américains, contemporains, évidemment les classiques. J'ai eu des éblouissements, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. J'ai relu récemment, euh, j'ai relu récemment Madame Bovary. Voilà, donc voilà, c'est très difficile. Alors, pour essayer quand même de jouer le jeu, je dirais que pas sur la table de chevet, mais pas loin, c'est-à-dire les livres qui sont toujours pas loin, pas rangés dans les étagères. Alors, curieusement, je dis curieusement parce qu'hélas, je n'en lis pas suffisamment, c'est de la poésie. Il y a Emily Dickinson, Walt Whitman, évidemment, et Pessoa et son gardeur de troupeau. Voilà, ce seraient les petites bibles. Il y a aussi voilà, le journal de Kafka, il est là aussi, Franz, enfin, c'est les romans noirs aussi, j'aime beaucoup les romans noirs américains. Voilà, je suis en compagnie et j'aime les avoir tous avec moi. Donc oui, alors oui, je suis une infidèle, oui. Merci beaucoup. Je te laisse la main, Nicole, sur les questions. Je crois qu'Eliena a levé la main. Je vois une petite main bleue sur sa photo. Mais vas-y, Eliena, et puis après, Nicole prendra le pas sur vos questions, éventuellement par chat, que je n'ai pas vu, moi, passer. Hop, c'est bon. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais une question pour Charles Roux au niveau par rapport au titre Les Monstres. Est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé par l'éditeur ou c'est vous vraiment qui avez choisi ce titre par rapport au contenu? Très bonne question. Je n'ai pas choisi ce titre. Le titre était différent et c'est l'éditrice qui est revenue vers moi avec cette proposition de titre. Et pour la petite histoire, je pensais écrire ce livre sous un pseudo et pour différentes raisons. Et en fait, elle m'a convaincu sans me convaincre. Là aussi, après quelques semaines, elle est revenue à moi en disant mais si, regarde, voilà, les monstres de Charles Roux, ça va être très bien, c'est bien comme ça. Et l'idée avait fait son chemin dans ma tête aussi dans le même temps. Donc, je crois que je suis pas très bon en titre, en fait. C'est pas la première fois que je m'en rends compte, que ce soit même pour des petits textes courts. J'ai du mal à trouver quelque chose qui fait qui voit la synthèse et l'essence et qui donne le cap. Et c'est aussi à ça que sert le travail d'un éditeur, d'une éditrice, et d'apporter cet éclairage-là. Vous avez choisi quoi à la base? Pardon, Nicole. Je t'en prie. Normalement, je ne réponds pas à cette question parce que j'ai honte, parce que je me dis qu'effectivement, c'était un mauvais titre et que ça passait à côté du truc. Mais puisqu'on est là, qu'on est entre nous, et qu'on est que tous les deux, je vais vous le dire, le titre original, c'était Le Monstre Invisible, qui est en fait cette figure qui est présente tout au long du roman, qui est en fait le thème, mais qui n'est pas le sujet. Et les monstres correspondent beaucoup plus parce que c'est des monstres qui sont tous en chacun de nous et que nous sommes tous potentiellement capables d'être ou de devenir. Donc, je trouve qu'il est beaucoup plus approprié. Alors, ça tombe bien parce que c'était une des questions du chat, justement, la latitude que chacun vous avez eue quant au titre et à la couverture du livre. Je peux rebondir tout de suite pour parler de la couverture des monstres. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a proposé. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on m'ait imposé quoi que ce soit le titre ou la couverture. J'ai trouvé que ça correspondait bien à ce qu'on essaie de faire passer comme histoire dans ce livre. Donc j'ai tout de suite dit oui. J'ai eu l'impression que si j'avais dit non, on aurait pu aller vers d'autres choix. Enfin, on ne m'a pas dit c'est ça ou rien, on m'a proposé, on m'a dit qu'est-ce que tu en penses et j'en pensais que du bien, donc on est parti là-dessus. Madeleine ou Antoine, je ne sais pas. Alors, en ce qui concerne le titre, moi, ça a toujours été le Doorman. Il fallait que ce soit le Doorman. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite angoisse à un moment donné parce qu'on devait, au moment de l'impression, vérifier s'il n'y avait pas été déposé. Enfin, si c'était. Voilà.
Et donc, j'ai dit à mon éditrice, mais ça ne peut être que le Doorman, c'est pas possible, je ne vois pas. Voilà. Donc, heureusement, le Doorman est passé et ça s'appelle le Doorman. Et en ce qui concerne l'illustration, moi, il y a eu un très joli dialogue avec la maquettiste. On a beaucoup discuté avec aussi mon éditrice. J'ai donné mon avis. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était une photo. J'avais envie d'une photo plutôt qu'un graphisme. Ou, voilà. Donc, on s'est mise, elle me faisait des suggestions, j'en faisais aussi de mon côté. Et puis voilà, on a eu cette proposition, très belle proposition qu'on a acceptée joyeusement. Moi, de mon côté, c'est quand même assez drôle. Mon titre a changé à la dernière minute. Donc, mon livre devait s'appeler Solastalgie, qui est un mot, un néologisme d'un philosophe et tout ça. Mais en fait, c'est un beau hasard parce que 1 an plus tôt, un recueil de nouvelles avait été, en fait, un recueil de poésie avait été publié au Québec. Et donc, après avoir discuté avec l'auteur, le projet était vraiment, vraiment différent. C'était une 50aine de pages avec peut-être 13 mots par page. Là, on parle vraiment de deux univers complètement différents. Donc, il n'y aurait jamais eu de confusion possible. Mais après avoir discuté avec l'auteur, il tenait vraiment au titre et tout. Donc, on a été forcé de changer à la dernière seconde. Mais c'était un hasard d'une grande beauté parce que ce titre, Indice des feux, j'y aurais jamais pensé par moi-même. C'est mon éditrice qui me l'a proposé. Et puis, j'ai trouvé que ça correspondait 100 fois mieux au projet que le titre que j'avais trouvé par moi-même. Donc, ça a été vraiment un beau hasard. Donc, au départ, j'étais très déçu parce que ça faisait des années que moi, je le nommais d'une certaine façon. Et donc, c'était vraiment comme d'enterrer mon titre. C'est vraiment, j'avais l'impression de le mener à sa tombe. Puis j'étais vraiment triste. Là, ça me dérangeait profondément, mais finalement, c'était d'une grande beauté. Puis, pour ce qui est de la couverture, nous aussi, on a changé d'idée en cours de route. Au début, ça devait être une photo. Et puis finalement, ça a été l'œuvre de Stéphane Poirier qui est en couverture, qui est magnifique. Et donc, ça a été très long avant que je reçoive l'image. Ça a pris des mois. Il retouchait. C'était vraiment quelqu'un qui est hyper pointilleux et tout. Et donc, je ne sais pas à quel point j'aurais pu la refuser, mais de toute façon, j'aurais été fou de la refuser, étant donné que c'est une œuvre magnifique, puis que je suis juste tellement chanceux d'avoir pu avoir cette couverture-là, mais c'est ça. Je pense qu'il faut faire confiance aussi aux éditrices, aux éditeurs qui font leur travail tellement important dans la chaîne du livre. Il faut que chacun fasse son bout, il faut faire confiance aussi. Puis c'est la raison pour laquelle j'avais choisi d'aller avec La Peuplade, c'est que ce sont des gens dont je respecte profondément le travail. Je pense que c'est important de le faire et de ne pas avoir cette arrogance de penser que du haut de mes 30 ans, avec aucun livre à mon actif, je vais venir leur apprendre leur métier. Ce n'est pas le cas. Ils ont trouvé le bon titre, ils ont trouvé la bonne couverture. Puis c'est chouette, je pense, de travailler ensemble puis d'avoir cet esprit de travail d'équipe puis de respect du champ de compétences de chacun dans la chaîne du livre. Ouais. Bonsoir, moi j'avais une question pour vous trois. C'est quelle est la bande son de vos livres, soit celle que vous écoutiez quand vous écriviez ou une chanson ou un artiste qui se rapproche de votre livre. Je vais répondre alors en premier. Enfin, moi, j'écris dans le silence total. Il faut qu'il y ait le silence. Je ne peux pas écrire avec la musique, sinon je l'écoute. Et après, la bande son est venue, enfin, si j'ose dire, elle est venue à moi de l'intérieur. La bande son, c'est les klaxons, c'est les coups de frein, c'est le bruit des climatiseurs de New York. Et puis évidemment, c'est la Rhapsody in Blue qui s'inscrit tout de suite dans le prolongement de ce bruit presque de métal. Et puis voilà, il y a la Rhapsody in Blue, il y avait aussi Empire State of Mind, le rap de Jay-Z. Et il y a eu aussi, voilà, ça étonne un peu, Cap Falcon d'Étienne Dao. Cap Falcon, c'est un lieu qui est en Algérie, à Oran. Et comme je parle d'Oran, puisque mon portier vient de là-bas,
Il y a c'est une très très belle chanson d'Étienne Dao que je n'écoute pas forcément, mais que voilà, j'ai été très émue par cette chanson. Pour moi, je sais que la musique, un peu comme Madeleine le disait, pas pendant que j'écris. Donc, c'est vraiment, j'écris dans le plus grand silence parce que j'essaie de connecter avec des voix qui, à mon avis, ne m'appartiennent pas totalement. Donc, j'y vais à l'oreille, j'essaie de les entendre me parler, puis de justement toujours avoir cette tonalité. Donc, c'est important pour moi d'écrire dans le silence. Par contre, écouter du piano, pour moi, avant d'aller vers l'écriture, là, quand je suis dans des phases d'écriture, je me lève le matin, je vais marcher pendant des heures, donc soit dans la ville ou dans la campagne, peu importe où je suis, souvent en écoutant de la musique. Puis c'est le piano qui m'accompagne beaucoup. Jean-Michel Blais, Alexandra Streliski, et puis Ludovico Einaudi. Si j'avais à choisir un morceau avec lequel on pourrait lire le roman, ce serait Elegy for the Arctic de Ludovico Einaudi. Donc, c'est quand il s'est fait transporter un piano à queue sur un glacier, puis il joue sa pièce au piano sur un glacier qui est en train de fondre, et ça s'appelle Elegy for the Arctic. C'est une des plus belles choses que j'ai vues en art dans ma vie. Je ne peux pas regarder ça sans pleurer, c'est la plus belle chose. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment. Là. Donc, Ludovico Einaudi serait ma réponse. Bon, je suis rassuré parce que souvent j'entends des écrivains, des écrivaines qui disent ah, moi j'écris avec la musique en fond et tout. Je suis comme Madeleine et Antoine, il faut le silence, quoi. C'est parce qu'il faut que le rythme de l'écriture et du livre, il prend le pas sur tout le reste. Et si on rajoute une musique par-dessus ça, ça va venir s'entrechoquer. C'est pas possible, en fait. On n'arrive pas à suivre son propre rythme. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que je peux être amené à écrire dans des lieux, y compris chez moi, quand c'est des conditions pas forcément évidentes et qu'il y a d'autres personnes dans la pièce, il faut que je m'isole, donc je mets un casque et je mets de la musique, et là, il n'y a qu'un seul truc qui marche, et ça rejoint ce que dit Antoine, c'est de la musique classique, piano, simple, pas du Wagner hein, non plus, un truc doux, du Chopin, c'est très bien, ça passe bien, voilà, on met en boucle et ça fait une mini-sourdine, juste de se couper du reste de l'environnement. Du coup, j'aurais du mal à répondre sur la partie quelle serait la musique qui illustrerait le mieux le livre. Pour moi, ce serait plutôt une musique de vie, un peu comme Madeleine a dit, Dorman, bah, voilà, les bruits de la ville, etc. C'est moi, quand je lis Dorman, c'est aussi ça qui me vient, c'est les bruits de New York. Là, il y a une scène centrale dans Les Monstres, qui est une scène donc, qui se passe au restaurant, et je crois que c'est je parle d'un truc, tout le monde me regarde, qu'est-ce que c'est un restaurant? C'est vrai qu'on a un peu oublié, ça fait longtemps, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, on va tous avoir le droit d'y retourner. Et moi, j'adore l'espèce de brouhaha en sourdine qui est composé de toutes les conversations de toutes les tables, des bruits des couverts, de l'agitation des serveurs, voilà, et cette espèce le fracas tranquille du restaurant, c'est un peu ça, et voilà, ces petits bruits de couvert, le pain, la corbeille, serveur, garçon et tout ça. Ça donne envie, hein, on a envie d'y retourner. Hein, c'est pour bientôt. Un peu de patience. Merci. Il paraît qu'il y a des restaurants clandestins en ce moment. Charlotte, je te rends la parole. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Tu es là, Charlotte? Non, elle en a profité pour aller faire autre chose. Alors, si j'ai vu encore passer une question autour de vos influences littéraires. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont donné envie d'écrire? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais y aller. Allez. Je ne sais pas s'il y en a qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais moi, je suis très inspiré justement par des textes de musique. En fait, il y a un groupe québécois qui s'appelle, je m'excuse du nom du groupe, là, mais ça s'appelle Avec Pas de casque. Donc, les Québécois disent ça des fois, je suis allé à vélo avec pas de casque. Donc, c'est carrément comme, ça n'a aucun sens. C'est pour dire que tu y vas sans casque, mais c'est avec pas de casque. Puis bref, ils font de la poésie en musique qui est absolument bouleversante. Ils jouent avec les mots d'une façon qui me stimule toujours. Ils créent des images qui sont extrêmement surprenantes. C'est carrément de la poésie. On n'est vraiment pas dans du texte de musique, mais pour moi, à chaque fois que je retourne écouter de leurs chansons, on dirait que ça ouvre un univers d'énonciation, de façon d'imager le réel qui est tellement, tellement original, qui est beau.
Donc, peut-être que ce ne sera pas pour un public français, étant donné l'accent très prononcé du chanteur qui vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est au nord du Québec. Mais bref, ça demeure une grande inspiration. Raymond Carver, pour moi, l'auteur américain qui a écrit probablement parmi les plus belles nouvelles qui font figure d'exemple dans le genre, c'est vraiment une grande inspiration. J'ai beaucoup aimé le livre de Lucia Berlin aussi, qui est Manuel à l'usage des femmes de ménage, qui est vraiment pas assez connu. Faut aller lire ça. Lucia Berlin, donc c'était une contemporaine de Raymond Carver, mais qui avait comme principal défaut d'être une femme. Donc, au moment où c'était que des hommes qui étaient en littérature américaine qui étaient portés au nu, mais Lucia Berlin était leur égal ou supérieur à eux, à mon avis. Allez lire ça, c'est vraiment du grand bonbon. C'est écrit d'une façon extraordinaire et toujours dans une réalité très simple, mais où, d'une façon miraculeuse, on vient déplier le réel et trouver toutes sortes de choses dans l'ordinaire, dans le banal qui sont bouleversantes. Donc, moi, je vous dis vraiment, allez lire ça. Puis, évidemment, Murakami, c'est une influence directe pour moi. Madeleine, tu veux... Oui, bien sûr. Oui, justement, j'allais dire que la question rejoint en fait celle qui était sur les auteurs que nous aimions, parce que sans parler d'être influencé ou d'avoir eu envie d'eux, je veux dire, c'est parce que c'est notre sensibilité voilà, qui fait écho à celle qu'on aime. Donc, voilà, moi, par exemple, j'avais évoqué Modiano. J'aime beaucoup Modiano. J'aime beaucoup ces personnages un peu indéfinis qui déambulent dans la ville. Voilà, j'aime les auteurs qui parlent des villes. J'aime aussi les auteurs qui évoquent aussi ce que peut faire la nature, les effets de la nature sur l'homme. Alors ça paraît un peu contradictoire puisque mon roman se passe dans une ville, mais pour celles qui connaissent New York, la nature, moi je la trouve extrêmement présente, extrêmement violente. Enfin, quand il y a un orage à New York, c'est le cataclysme. Et quand il fait très beau, enfin, quand il y a la lumière, enfin, je trouve qu'on est très... donc je pense que c'est plutôt... Je pense par exemple à cet auteur, c'est un auteur de romans noirs américain qui s'appelle James Lee Burke, ça se passe le plus souvent dans le sud des États-Unis, donc c'est plutôt la campagne, le bayou, et il a une manière de décrire la nature et comment la nature fait écho, la violence de la nature fait écho à celle des hommes, qui est absolument magistrale. Et pour moi, qui suis plutôt citadine, et j'avais envie de parler aussi de New York, aussi de ça, de ces effets de la colère du ciel ou de la douceur de la lumière et des effets de ça sur les êtres. La question des influences, elle est facile et elle est dure en même temps parce que on voit bien chacun ce qui nous a inspiré pour écrire. Et en fait, à la lumière des retours qu'on reçoit, en tout cas me concernant, on me dit « Ah, mais en fait, là, il y a telle et telle influence. » Et oui, effectivement, je n'avais pas pensé, mais en fait, c'est tellement un processus où c'est tellement internalisé et on a récupéré de tous les côtés. En fait, on finit par recracher tout ce qu'on a ingéré pendant des années, aussi bien en termes de lecture, de films, de bande dessinée, de peinture, d'expérience aussi de la vie. Donc, c'est une espèce de truc, on essaie d'ouvrir cette pelote et dire « Ah oui, il y a un bout de ça, il y a un petit aussi, il reste cette lecture-là. » Pour les monstres, il y a évidemment des influences très anciennes, Alice au pays des merveilles, Frankenstein, évidemment Maupassant, pas mal de c'est aussi, parce que c'est la manière dont le livre est fait, c'est pas mal de clins d'œil à beaucoup de romans, sans doute peut-être plus effectivement de cette époque, fin 19e, début 20e. Après, sur la question des influences littéraires, évidemment, comme tout le monde, je suis un grand lecteur au sens où j'ai besoin de lire. J'aime ça, c'est un rapport fondamental. Il faut que je lise. À un moment donné, c'est comme ça. Si je ne lis pas dans une journée, ça ne va pas, quoi. Il faut que j'aie même ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et il y a des livres qui me transportent et qui sont vraiment beaux, magnifiques, et je suis ravi de les avoir lus. Et il y a des livres, je les referme et je me dis, j'aurais aimé que ce soit moi qui ai écrit ce livre. Et c'est pas de la
c'est absolument pas de la jalousie mal placée, c'est vraiment une admiration totale de me dire waouh, comment elle a fait pour écrire ce livre, c'est super. Et du coup, je commence à regarder, à décortiquer, à dire mais alors, et en fait, c'est pas possible parce que chaque livre, c'est quelque chose d'unique et qui est lié à la personne qui l'écrit. Et ces livres-là me font un effet. Je prends le truc, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est au-dessus des autres livres, c'est un truc, genre, ouais, une forme de presque de jalousie, de me dire, j'aurais bien aimé l'écrire celui-là, quoi. Ouais. Charlotte, pour le mot de la fin? Oui, allons-y, merci. On vous a pris plein de temps, je suis désolée à vous trois, on était partis sur 1 heure, mais vous avez été passionnants. Mais avant de vous laisser tranquille, la petite question de fin, un peu tordue comme celle du début, c'est-à-dire vous avez le droit de répondre en un seul mot à la question écrire, c'est quoi? Et là, généralement, personne ne se précipite pour commencer. Et là, Antoine se décompose. Madeleine tourne la tête. Et Charles sourit, donc allons-y. Écrire, c'est survivre. Moi, j'hésitais entre 2 mots. Vous choisirez celui que vous voulez. J'hésitais entre jouir et souffrir. Écrire, Antoine a dit survivre, j'allais dire vivre, mais je dirais alors rester un peu, plus longtemps. Un seul mot, quoi. Et on colle tout. On colle Voilà. tout et on ne met pas d'espace entre. Un peu plus longtemps. Il y a un hashtag. Voilà. Et, Oui, exactement. c'est ça. Et en plus, vous faites quand même le mot de la fin parfait. Survivre, jouir, souffrir et rester un peu plus longtemps. J'adore. Merci. C'est bête à dire parce qu'on a parlé de mots pendant 1 heure et demie. Je crois que celui-là n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais vous dire. Mais sincèrement, pour cet échange d'une sincérité et d'une profondeur assez bouleversante, je suis sûre que mes amis autour de moi ont ressenti la même chose, même à travers les écrans. Un jour, on fera ça en vrai. Antoine, on vous demandera de traverser l'océan et de venir, voilà, parce que normalement, les 68, c'est aussi une soirée avec un verre à la main et avec des vrais regards et des petites discussions d'un auteur à un lecteur, parce que là, ça, même si c'est avec un écran, ça impressionne un peu. Donc, on vous invitera à tout ça en espérant vous voir. Et puis, merci vraiment à tous les participants d'être au rendez-vous tous les mardis. C'est fantastique, on ne s'attendait pas à tout ça. Et puis, on vous laisse écrire tranquillement, sans attente, sans tout ça, mais on sera là parce qu'on fait les premières fois et on fait les deuxièmes fois parce que justement, on sait que les deuxièmes fois, ce n'est pas si facile. Donc voilà, n'écrivez pour personne, mais écrivez pour nous. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.